Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'une nouvelle étape. Et aujourd'hui, on s'attaque à Tirreno Adriatico, l'étape du jour, l'étape numéro 5. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée, le résumé, les coureurs top, les flops, les différents classements en fin de vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Alors cette 5e étape de Tirreno, encore de la pluie, ça fait déjà 2 jours, des conditions extrêmement fraîches. C'est vrai que Paris-Nice et Tirreno cette année, on n'est quand même pas gâté par le soleil. Alors à Nice, normalement, on aura le soleil dimanche. Tirreno, c'est même pas sûr qu'on ait du soleil le dernier jour. Tous les jours, il y a des averses, il y a de la pluie. Là, il y avait vraiment des moments, c'était extrêmement glissant du côté de la route. Et oui, des conditions qui ont été difficiles. Alors, un peu moins dur que sur Paris-Nice, mais quand même difficile du côté de Tirreno Adriatico. Il fallait mieux choisir le Tour de Catalogne cette année, j'ai l'impression, pour faire une course par étape au mois de mars. Allez, on commence par le résumé de cette étape. Alors, je vous précise que sur le résumé de cette étape, à un moment, il y aura une ellipse un petit peu narrative entre 60 et 35 bornes de l'arrivée, parce que j'étais tellement concentré sur Paris-Nice que je me suis un petit peu désintéressé de Tirreno. Ça, c'est le problème d'avoir 2 courses en même temps. C'est vrai que de temps en temps, quand il se passe beaucoup de choses sur une épreuve, on est presque focalisé sur cette épreuve et un peu moins focalisé sur l'autre. Alors, la première attaque du jour, elle s'est faite en plusieurs temps, avec une première attaque de Dries de Bondt, qui sera ensuite suivie par 7 autres coureurs, quasiment instantanément, ça s'est fait en 500 mètres la différence, avec Glivard et Meurice du côté de Alpecin, Ourselin du côté de la Cofidis, Nuñoz du côté de la Polti, Dvernes et Tarozzi. 3 minutes d'avance très rapidement. Alors, ce qui est assez surprenant, parce qu'il y avait pourtant 2 Alpecin et qu'on aurait pu s'attendre à ce que des équipes roulent pour éviter que 2 coéquipiers de Van Der Poel soient à l'avant, mais c'est assez surprenant. Et puis l'écart qui va monter à 5 minutes, à 157 km de l'arrivée, 6 minutes, écart max aux alentours de 6 minutes 30, sauf qu'à 78 km de l'arrivée, on a encore 6,25. C'est-à-dire qu'elle est peut-être là, erreur. Pourquoi on est parvenu sur l'échappée tout au bout ? Parce que l'échappée, elle a pris quand même sacrément de l'avance. Munoz va être lâché. Et puis, à 70 km de l'arrivée, donc on a Ineos et Q36 qui roulent. Un très très gros tempo, 5 minutes 36 pour essayer de réduire l'écart. L'écart qui va passer sous la barre des 4 minutes, mais à seulement 45 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, Meurice est lâché. On a une attaque. Je me dis à ce moment-là, l'échappée ira peut-être pas au bout parce que on s'est attaqué peut-être un peu trop tôt et on va peut-être ensuite se mettre des mines. Mais ils ont réussi à relancer la machine ensemble plutôt pas mal. Et à 35 km de l'arrivée, la mauvaise nouvelle du jour, grosse chute de Dunbar qui a fait une sorte de soleil qui est retombé violemment sur les fesses et qui sera contraint à l'abandon. À ce moment-là, l'écart est de 3 minutes, donc on se dit, on est revenu au niveau du TRM de Chapat, de Robert Chapat, on est plutôt pas mal, surtout que 5 km après, l'écart est de 2 minutes 30, sauf que pour réduire cet écart, on a mis énormément d'énergie. On va arriver dans la montée finale. On a Prudhomme qui décide d'attaquer à 13 km de l'arrivée. On est dans la dernière montée. Et derrière, ça attaque, mais on n'arrive pas à avoir un gros tempo. C'est-à-dire que UAE essaye de mettre un gros tempo dans le peloton, mais on sent qu'on n'arrive pas à vraiment imposer son rythme. Et Dvernes va tenter sa chance à quasiment 10 km de l'arrivée, où il va décider d'attaquer. Et il ne sera jamais repris, malgré les attaques
attaque de Ganna, malgré les attaques de quelques coureurs. On va avoir une mauvaise surprise avec une crevaison pour Filippo Ganna, mais comme on est dans les 3 derniers kilomètres et qu'il a extrêmement bien géré et qu'on était sur une arrivée sur le plat, donc c'est-à-dire que la règle des 3 km s'appliquait, eh bien Filippo Ganna a pu changer de vélo, prendre le vélo de la galerie Shimano, qui n'était pas vraiment à son gabarit, on va pas se mentir, qui était programmé pour un coureur type David Gaudu. Et autant vous dire qu'entre David Gaudu et Ganna, il y a 30 cm d'écart, et c'était pas l'idéal pour Filippo Ganna. Et donc on essaye, sauf que Dvernes garde cette dizaine de secondes d'avance, cette centaine de mètres, et on n'arrivera jamais à le reprendre avec la victoire de Dvernes devant Mathieu Van Der Poel. On peut se dire quand même qu'on n'a peut-être pas eu l'idée du siècle au final, on s'est peut-être fait un peu piéger par sa propre stratégie en envoyant 2 coureurs en éclaireur. Roger Adria qui prend une belle 3e place devant Ciccone à Rambourou. Aujourd'hui, allez on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, bien entendu Dvernes. Impressionnant aujourd'hui Dvernes. Alors c'était déjà un coureur qui m'avait moi émerveillé quand il avait remporté la route à Delhi de Vitré il y a 2 ans, parce qu'il avait fait aussi, il avait été animateur de la journée, mais vraiment animateur, et il avait réussi à être hyper efficace. Quelques jours après, il avait remporté une étape sur le Région Pays de la Loire Tour. Donc il avait été hyper impressionnant Dvernes. Et c'est vrai qu'en tout début de saison, il avait fini 2e du Alula Tour, et notamment 6e à Bir Jayda Mountain. Et il avait été très bon dans ce fameux coup de bordure qu'avait lancé la Uno X le dernier jour, ce qui lui avait permis de prendre un bon classement sur cette épreuve. Mais on sait que c'est un coureur qui est, pour moi, c'est un classic man. Pour moi, c'est un classic man Dvernes. Il a vraiment il a une endurance phénoménale. Vraiment Vitré. Alors je pense que ça doit plus être disponible sur YouTube, hein. Mais regardez, si vous pouvez le retrouver sur YouTube, comment il s'était imposé à Vitré en 2023. Mais il m'avait vraiment tapé dans l'œil ce coup-là. Je m'étais dit, mais vraiment super coureur. Je me disais, il venait d'où donc j'avais vu, donc voilà, Uno X, il était passé par la coupe dans sa carrière, mais il avait été hyper efficace. Et là, aujourd'hui, oui, c'est la plus belle victoire de sa carrière. 2e victoire de la saison en World Tour pour la Uno X. Ça va marquer des points pour la Uno X. Pourtant, ils n'avaient pas forcément les coureurs Enfin, ils avaient les Knessoun, je crois, au départ, sur ce Tirreno, mais ils n'avaient pas forcément une équipe faite pour marquer énormément de points. Mais cette victoire, elle a été réalisée de manière très efficace du côté de cette formation, qui a su faire le travail efficacement. Et puis on a vu derrière, c'était Alon Johannesson qui protégeait bien son leader. L'esprit viking était là du côté de la Uno X, voilà, avec un Tobias Alon Johannesson qui marque aussi 8 points aujourd'hui, mais qui a vraiment fait un énorme travail pour bloquer les adversaires dans les derniers kilomètres. Et oui, 2e victoire en World Tour de la saison pour cette formation, et là une belle victoire. Non, il n'y a même pas les Knessoun, je disais une bêtise, c'est Vareshkjold qui est là au départ, et les frères Johannesson. Et oui, il s'en est extrêmement bien sorti, Werner. C'est la résistance qu'il a fallu. On est quand même sur une course de 200 bornes aujourd'hui. On n'est pas sur même 205 km, donc on n'est pas sur une petite journée. Réussir à résister pendant 200 bornes, certes à un peloton qui vous a laissé un petit peu d'avance, mais quand même, dans le final, encore une fois, dans les 30 derniers kilomètres, il n'y a pas de marge. Il arrive à résister, chapeau à Dvernes. Ça veut dire qu'on a bien géré dans l'échappée, et que lui, il a été très bon pour résister physiquement dans les derniers kilomètres. 2e coureur top du jour, Ganna, impressionnant dans la montée finale. On est quand même sur une montée de 5 km, enfin 4 km 5 km, avec quand même des gros pourcentages. On n'est pas sur du tout petit pourcentage aujourd'hui. Ce qu'il a réussi à faire, alors je sais bien qu'il y avait un peu de vent de face, mais quand même... il a été super efficace aujourd'hui. Ça m'a rappelé sa victoire sur le Giro, quand il gagne l'étape en ligne, où il avait été très bon sur une étape où on devait être sur du 2500 mètres, 3000 mètres de dénivelé positif ce jour-là, où il avait été très efficace déjà, Ganna, quand il avait gagné cette étape. Mais oui, il est hyper impressionnant aujourd'hui.
Forcément, s'il arrive à passer une bosse de 4,5 km comme ça aujourd'hui, le Poggio, ça le fera. Hein. Moi, à la place des adversaires, des Van Der Poel et autres, je me dis, le Poggio, je vais pas réussir à le sortir de la roue parce que il a grimpé la dernière montée un peu à la Jonathan Milan. Pour moi, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans un état physique. Il est allé loin dans l'effort, hein. Ganna, mais il a été bon, efficace. Il arrive à tenir jusqu'au bout. Dans la descente, on voit quand même que même s'il a fait un gros effort à l'œil, il était encore lucide dans le final parce qu'il faut réussir à gérer la crevaison hein, dans la descente. Donc non, il a été très bon aujourd'hui Ganna parce qu'il se fracasse pas la gueule dans les 6-7 derniers kilomètres. Il arrive à faire une belle journée à l'avant où voilà, il a réussi à être efficace dans une montée où pourtant Ayuso a tenté. Alors je sais bien qu'avec le vent de face ça n'a pas forcément été hyper efficace, mais bon quand même, sacrée performance de Filippo Ganna et on voit que la forme est là pour le coureur italien. Pidcock aussi, impressionnant Pidcock. À l'allure, il était facile. Hein. Il était super facile. Pourtant, Ayuso, ils ont mis des minades. Hein. Ils voulaient faire un écart aujourd'hui, Ayuso. Hein. Je pense qu'ils voulaient faire une petite différence. Alors, même si le collectif n'était pas hyper fort du côté de la UAE, mais alors Pidcock, solide. Et pourtant, avec 2 coureurs qui ont abandonné, donc ils sont que 5, hein, au départ de l'étape, du côté de la Q36, ils arrivent quand même à rouler un petit peu à un moment, à l'avant du peloton, là, vers 70 bornes de l'arrivée, ils sont quand même vachement devant, du côté de la Q36, donc vraiment solide, Pidcock. Lui, il va falloir s'en méfier sur le général de Tirreno, parce que demain, on est sur une montée sèche, du côté de Tirreno, même s'il y a quelques petites broutilles avant, ça reste une montée sèche quasiment. Du côté de Pidcock, il va falloir s'en méfier vraiment de ce coureur parce que oui, il est capable vraiment de s'imposer au général de Tirreno. Hein. Et il regrettera peut-être le temps qu'il a perdu sur le contre-la-montre du côté de Pidcock, parce qu'il a perdu quand même pas mal de temps sur le contre-la-montre par rapport à Asparen notamment. Alors que quand on voit la forme qu'il tient, c'est qu'il ne l'a pas fait à fond le contre-la-montre, hein, ça c'est clair et net, du côté de Thomas Pidcock, mais vraiment il a été très très bon, Pidcock aujourd'hui, très efficace, donc bravo à lui, et il avait la jambe, la jambe facile, comme je dirais, donc non, il était vraiment bien, et lui, il peut regretter le fait d'avoir pas Asparen dans le final, ou un autre coureur qui aurait pu l'aider, pour emmener dans le dernier kilomètre et demi, les 2 derniers kilomètres, pour emmener le peloton et essayer de revenir sur Dernes, parce que là, ça aurait peut-être été différent s'il avait eu des coureurs en plus autour de lui, Pidcock. Et puis je termine avec un dernier coureur, un coureur italien de Astana, c'est Cagiamini, qui a fini donc 14e aujourd'hui, Florian Samuel Cagiamini, qui fait une très bonne semaine pour le moment, Cagiamini. Alors il avait déjà fini 22e de l'UAE Tour. À 22 ans, c'est pas mal, surtout pour un coureur qui faisait sa première course en World Tour. L'an dernier, il était à Colpack, enfin il était dans l'équipe Colpack Balan, hein, donc il était dans une équipe Conti italienne, même s'il a remporté 2 courses l'an dernier et une étape du Tour de l'Avenir. C'était une étape de montagne du côté de Condou, où il avait été efficace. Là, il a également été très très bon. Florian Samuel Cagiamini, c'est une très très bonne recrue. Hein, très bonne idée de recrue de la part de XDS Astana. Et là, il est vraiment dans le bon paquet. Hein, il est 34, je crois, au général, alors qu'il a fini 149e du contre-la-montre. Donc il a perdu beaucoup de temps au contre-la-montre. Mais il était 19e à Colfiorito, 27e à Trasacco, 14e aujourd'hui. Donc en plus, il résiste bien au mauvais temps. Donc il va falloir le suivre, ce petit coureur Florian Samuel Cagiamini, parce que l'année dernière sur le Tour de l'Avenir, il bat quand même Léo Bizio, par exemple, Blackmore. Il a battu du beau monde dans l'échappée, hein, parce que c'était une échappée qui avait réussi à s'échapper et à larguer Pablo Torres. Ce jour-là, Pablo Torres qui avait été lâché dans cette échappée, et Cagiamini, il a fini combien même au général il a fini 5e. Voilà, Cagiamini en perdant du temps sur Pablo Torres, mais sur la dernière étape, il avait fini à 6 minutes 13 de Pablo Torres.
mais c'est-à-dire qu'il était à 3 minutes de Blackmore avec un coureur qui a pourtant un moins d'expérience du haut niveau. Donc très solide Kajamini, il va falloir le suivre, ce jeune coureur de la XDS Astana. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, on commence avec Marc Hirschi. Oui, j'ai pas trop compris la Tudor aujourd'hui, pour tout vous dire, parce qu'il roule avant la dernière bosse, donc tu te dis, bah Hirschi va attaquer. Il y a un mec devant, et puis en fait, il a jamais attaqué Hirschi. Il y avait un mec devant lui, c'est-à-dire qu'il y avait un équipier, voilà, et il a fait la moitié de la montée comme ça avec un équipier devant lui, voilà, comme ça. Alors, il faudrait quand même rappeler à Marc Hirschi qu'il n'est pas en tête du général. Si il y a un moment, Marc Hirschi, s'il veut aller chercher Ayuso et s'il veut aller chercher Ganna, il va falloir attaquer. Donc il va falloir un moment se découvrir quand même. Parce que sinon il va faire 10e du général, Marc Hirschi. Donc là c'est quand même surprenant cette stratégie-là. De se mettre comme ça en position comme s'il allait attaquer. Avec la Tudor qui a quand même fait un sacré boulot auparavant. Et derrière il se passe rien. On aurait dit la Bahreïn, tiens, ou la Movistar de la grande époque, c'est-à-dire la Tudor a adopté la même stratégie, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même très surprenant, parce que Marc Hirschi, normalement, c'est un coureur qui est quand même plutôt offensif en plus, et là, soit il s'est aperçu au moment de la montée que soit il n'avait pas les jambes, soit le vent était vraiment beaucoup trop fort, et il s'est dit qu'on n'arriverait jamais à faire l'écart, en gros, et que ça servait à rien de vouloir griller une cartouche et qu'il faudra attendre demain. Sauf que demain, c'est aussi vent techniquement de phase dans le final, donc je suis pas sûr qu'on arrive à faire des grandes différences non plus. Mais du côté de Marc Hirschi, oui, à un moment, il va falloir se découvrir, parce qu'il a du retard un petit peu au général. Pour l'instant, on ne l'a pas vu, Marc Hirschi, à part sur le contre-la-montre parce que la réalisation était bien faite, mais sinon, en dehors de ça, on ne l'a pas vu. Et c'est vrai que, il y a un moment, si tu veux aller chercher mieux sur ce Tirreno Adriatico, et il y a de quoi chercher mieux du côté du Suisse, il va falloir se montrer. Et là, pour le moment, ça a été plutôt calme pour le coureur suisse. Puis ça serait bien en plus de battre Juan Ayuso. Vous n'êtes pas très loin de Juan Ayuso. Parce que Hirschi, il est un peu parti parce qu'il n'y avait plus la place chez UAE. Donc montrer que UAE a peut-être pas bien fait de redonner un contrat à certains coureurs par rapport à lui. Il y aurait peut-être comme ça envie de montrer ça à Mauro Gianetti notamment, du côté du Suisse. Mais là, oui, il a été efficace. Il a été... non, il n'a pas été efficace, Hirschi, plutôt l'inverse. Et surtout, on n'a pas vu grand-chose, quoi. C'est un petit peu tristoun, voilà. Je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, du côté de Marc Hirschi. J'aurais voulu mieux, j'aurais voulu plus de la part du Suisse. Alors après, c'est peut-être le vent qui était trop fort au sommet. Parce que, par exemple, quand Ayuso attaque, ça n'a pas été forcément hyper efficace. Deuxième bonnet d'âne, UAE. Tiens, c'est la journée du UAE. J'ai trouvé que la force collective du UAE était assez faible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup vu Ineos, on a beaucoup vu Q36 par exemple à l'avant du peloton, donc eux déjà on les a pas beaucoup vus, donc on a vu Tudor aussi. Donc je me suis dit, UAE se réserve pour le final et ils vont grimper la côte à un tempo de fou et ils vont faire la différence. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Sauf que très vite, en fait, on arrive à... il n'y a plus que Del Toro dans le groupe, dis donc. Tous les autres, ils ont sauté. Et ça a été un peu le problème chez UAE. Alors, Ayuso, il a tenté, relayé par Del Toro. Mais en gros, c'était trop faiblard, quoi, aujourd'hui, collectivement, du côté de la formation émirati. Et c'est vrai que depuis le début de saison, on a quand même l'impression à chaque fois que le collectif a du mal à véritablement s'exprimer. C'est vrai que normalement c'est la meilleure équipe du monde, UAE. Ça se voit pas tant que ça quand même depuis le début d'année, entre les erreurs stratégiques, le collectif qui est pas toujours solide, parce que c'est pas grâce au collectif en gros que Pogacar a remporté le Tour des Émirats. Un peu plus quand même sur les Strade Bianche, parce que je pense que le travail collectif a été fait, mais il n'a pas été diffusé à la télévision, malheureusement. Mais par contre, du côté de la UAE, oui, je trouve qu'on est quand même pas fantastique depuis le début d'année. Au niveau collectif, il va falloir faire mieux. Et puis on voit surtout des coureurs qui sont un peu absents. Adam Yates, par exemple, aujourd'hui, c'est pas mieux que Simon. Il a été très discret.
Pas présent du tout. Del Toro, je m'attendais à une chouille mieux quand même de la part de Del Toro avec Juan Ayuso. Je trouve qu'il lâche quand même assez vite. Il le lâche un petit peu tout seul assez vite. Et oui, UAE collectivement, je trouve, a pas montré grand chose aujourd'hui. Donc j'ai été un petit peu déçu par cette formation. Et puis je termine avec un dernier bonnet d'âne, c'est Dunbar. Encore une chute pour Dunbar. Hein. C'est vrai qu'il essaye de faire un concours avec Primoz Roglic. Mais c'est quand même un coureur qui tombe très régulièrement depuis. Il en avait parlé l'an dernier sur la Vuelta. Je crois qu'il avait fait 12 chutes en 8 mois ou 8 chutes en 12 mois. Je ne sais plus c'était dans quel sens. Mais il avait fait énormément de chutes. Et c'est vrai que ça commence à s'accumuler. Et puis, ok, tu te prends une chute, deux chutes, tu te casses un truc, ça se remet. Mais quand, à chaque fois que tu tombes, parce que là, je pense qu'au niveau des. Oui, vu la manière dont il est tombé sur les fesses. Le coccyx, je pense, a dû prendre un petit coup. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu te pètes 2 fois le poignet, la première fois, ça se remet bien le poignet. Deuxième, troisième fois, ça se remet moins bien. Les clavicules aussi. Tu te pètes une fois la clavicule, ça va. Mais quand tu te pètes 5 ou 6 fois la clavicule, ça commence à être compliqué de la remettre. Et le problème des coureurs qui tombent très régulièrement et qui tombent souvent, c'est qu'au bout d'un moment, ça nuit à leur carrière. Parce qu'ils se prennent à chaque fois des chutes. Et la récupération est de moins en moins bonne. Et au bout d'un moment, ils ne sont plus en capacité d'avoir un bon niveau. Voire des fois, vous prenez une chute et puis c'est la fin de votre carrière ou c'est la fin de la performance. Chris Froome, une chute, ça lui coûte sa carrière. Hein. La chute sur le Dauphiné, grosse chute, bam, ça lui coûte sa carrière. Bon, Bernal... la grosse chute quand même qu'il a eu à l'entraînement, pour le moment il a du mal à revenir à un très très bon niveau. Et là du côté de Dunbar, c'est vrai qu'on commence vraiment à les accumuler énormément. Là il tombe en plus à l'avant du peloton, donc je sais pas trop comment il s'est débrouillé parce qu'il était quand même bien positionné avec la Jayco. Et en plus il tombe souvent fort, c'est à dire que l'an dernier il se fait je crois 2 fois le poignet. Dunbar, là il se fait certainement un truc, il y a certainement un truc à casser ou une fracture, je dirais au niveau des fesses, mais bon, je suis pas spécialiste, on verra demain lors du bilan médical, mais c'est vrai que ça commence à faire énormément et je m'inquiète quand même pour la suite de sa carrière parce que déjà l'appréhension sur un vélo, parce qu'on l'a bien vu avec Pierre Latour que quand on a beaucoup d'appréhension sur un vélo, au bout d'un moment ça devient presque impossible d'être performant. Quand vous n'arrivez pas à descendre, quand vous n'arrivez pas à frotter dans un peloton, ça commence à être compliqué. Mais aussi la récupération après chaque blessure qui va devenir peut-être de plus en plus difficile pour l'Irlandais. Ça serait bien dommageable parce que c'est vrai que sa première année chez Jayco, à l'époque l'équipe s'appelait Bike Exchange, avait été plutôt très intéressante quand il avait quitté Ineos et ça avait été plutôt un bon choix de sa part. Et là ça fait depuis quelques temps où c'est vrai qu'il enquille les problèmes et c'est dommageable parce que quand on voit comment il a gagné l'an dernier ses étapes sur la Vuelta, ou notamment la deuxième victoire, il est vraiment très impressionnant physiquement ce jour-là et sur la première étape il joue très bien tactiquement. On se dit que c'est quand même un coureur qui peut faire des très très belles choses dans le cyclisme, mais pour ça, il faut rester les fesses sur la selle et pas les fesses sur le goudron. Allez, on regarde tout de suite les différents classements pour conclure cette vidéo. Et on finit cette vidéo comme d'habitude avec les différents classements. On commence avec le classement général, la victoire de Frédéric Vernès, donc aujourd'hui qui a résisté jusqu'au bout au retour du peloton devant Mathieu Van Der Poel et Roger Adria, derrière Giulio Ciccone et Alex Aramburu, Romain Grégoire, premier français 7ème, Kevin Vauquelin dans le bon peloton 12ème et pas vraiment de gros leaders qui se sont fait avoir aujourd'hui. Vous voyez que Filippo Ganna a bien fini dans le temps de leader parce qu'il faut savoir que c'était une arrivée sur le plat, donc c'était une arrivée avec la règle des 3 km qui s'appliquait et on redescend un petit peu dans le classement pour voir l'abandon de Rui Costa, de Lalio, Wout Poels également qui a abandonné, ou encore Ed Dunbar et Ketkowski et Dunbar sur cette grosse chute qu'il a eu à je ne sais plus combien de kilomètres de l'arrivée, mais il a eu une grosse chute. Du côté du classement général, Ganna donc vainqueur, toujours en tête pour le moment du classement général, plutôt que vainqueur, 22 secondes d'avance sur Ayuso, et il va falloir aller le lâcher quand même au bout d'un moment, Filippo Ganna. Tiberi 3ème devant G. Cataneo et Kevin Vauquelin, alors que le chat a décidé d'aller dans la litière. Du côté du classement de la montagne,
Darozzi en tête avec 32 secondes d'avance avec 32 points pardon, Baïs deuxième et Richard Carapaz troisième. Le classement des jeunes, c'est Ayuso qui est en tête devant Tiberi, Vauquelin, Grégoire. Mais là encore, rien n'est fait. On voit Piganzoli à 47 secondes, encore Heutebrook avec un écart inférieur à la minute. Et on termine avec le classement par équipe, c'est la UAE qui est en tête devant Astana, la Visma, Ineos, Soudal, Quickstep. Bon, nous on se retrouve demain. Présentation de l'étape 9h30 avec une très grosse journée, avec une grosse journée qui va être décisive pour le classement général. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao sur la Mérique Production.